Bien, Fabien Zavant, je vais commencer par vous poser la première question. D'abord, je rappelle que vous êtes CIO de KCIS. KCIS est un leader européen en matière de gestion d'actifs, présent dans 18 pays, en particulier en Europe et en Amérique latine, et vous avez plus de 4 000 milliards d'euros en conservation. Votre métier, chacun l'a compris, c'est gérer des capitaux dans le respect des contraintes à la fois réglementaires et contractuelles. Et vous êtes un pionnier, puisque vous avez entendu le mot d'ordre du régulateur et du superviseur européen en faveur des consolidations des banques européennes. Aujourd'hui, KCIS est une filiale commune, comme vous me l'avez expliqué, de Crédit Agricole et de Santander. Ma première question, Fabien, est la suivante. Dans quel contexte évolue aujourd'hui l'industrie de l'asset servicing et quelles sont les contraintes de votre industrie? Alors bonjour à tous. Alors l'asset servicing, déjà si je reviens un peu dessus, c'est un métier B2B, donc pas forcément très connu. Donc en gros c'est quoi? C'est une banque, mais de gros, donc pour les institutionnels ou les gérants d'actifs, tous les fonds. C'est une banque et les montants déposés par nos clients sont colossaux, donc ils veulent quelqu'un de costaud. Ensuite, c'est aussi un business d'outsourcing, c'est-à-dire que nos clients nous confient une bonne partie de leurs équipes et de leur traitement opérationnel. Si je prends, on a des gros assureurs, soit dans le groupe Crédit Agricole avec Crédit Agricole Assurance, soit en dehors du groupe, pour qui on réalise toute la comptabilité. Donc c'est une activité d'outsourcing sur des métiers très régulés, donc vous l'avez dit, dans 18 pays. Et enfin, comme on réalise ce métier d'outsourcing, il y a une composante informatique, parce que chaque fois que notre client veut faire évoluer ses produits, on doit adapter l'organisation, les outils, les systèmes, y compris chez KCIS. Donc il y a une composante société de services informatiques qui va avec le métier. Donc les contraintes, qu'est-ce que c'est? Les contraintes, c'est un métier où il y a une course à la taille. Les plus gros acteurs mondiaux sont 7 fois plus gros que nous. KCIS là-dedans, c'est le challenger, suffisamment gros pour vivre et percer dans les gros, et qui fait sa différence avec l'agilité. Donc première contrainte, c'est que savoir évoluer avec suffisamment d'agilité pour conquérir des marchés auprès des plus gros qui ont forcément des coûts de revient moins chers. Il y a beaucoup de coûts fixes. Deuxième enjeu, suivre la réglementation, sans arrêt, dans tous les pays, ça change tout le temps. La fusion avec l'activité de Santander est effective depuis le 1er janvier, donc j'ai découvert les pays d'Amérique latine, et qui sont encore plus protectionnistes chacun que tout ce que je connaissais en Europe. Et donc des réglementations dans chaque pays et qui continuent à avancer. Et comme l'ADN de KCIS, c'est justement se différencier par l'agilité et l'expérience client, tout ce dont on a parlé ce matin est clé dans notre business pour gagner des marchés. Philippe Jeannot, vous êtes directeur général en charge de l'informatique au sein de Caisse des dépôts et consignations. Je rappelle que la Caisse des dépôts et consignations est un acteur extrêmement important dans notre économie. C'est une institution financière publique qui a été créée en 1816. 1816 étant une année tristement célèbre puisqu'elle est marquée par l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène. Et cette grande institution exerce un certain nombre de missions d'intérêt général. Parmi ces missions figurent notamment le financement de l'économie, chacun connaît le financement du logement social, un certain nombre d'investissements dans les territoires, en particulier les infrastructures de transport, la transition numérique, la transition énergétique également, et puis ce qui constitue votre fait d'armes au cours de ces dernières années, le soutien aux entreprises à travers la BPI, la Banque publique d'investissement, et en particulier le coup de booster formidable que vous avez donné à un certain nombre de PME et de start-up. Philippe, ma première question est la suivante. Quels sont les enjeux pour un très grand acteur public comme la Caisse des dépôts et consignations de la transformation digitale? C'est une vraie décision stratégique. Je m'explique. C'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, dans les discussions que nous avons régulièrement avec le gouvernement, il est ressorti le fait que les collectivités locales avaient besoin d'une plus grande proximité des services concentrés sur Paris et donc de la Caisse des dépôts. Et à l'époque, on n'avait pas en tête ce qui allait se passer à la fin de l'année dernière, il y a 1 an maintenant avec les Gilets jaunes. Mais tout ça, c'était des premières intuitions qui montraient bien qu'en région, il y avait un vrai déficit d'appui des services centraux de l'État.
D'où cette décision, il y a un peu plus de 2 ans, de dire qu'il faut que la Caisse des dépôts sorte des beaux quartiers du 7e arrondissement, même si elle est depuis des années présente dans 25 points en France, mais aille plus proche des élus locaux notamment sur le territoire et les départements d'ailleurs d'outre-mer. D'où cette idée de repenser nos métiers pour développer des services digitaux, alors qui ne sont pas la digitalisation des process anciens, mais vraiment la création de nouveaux usages. De dire aujourd'hui un élu qui est à la tête d'une commune de 250 citoyens n'a évidemment pas les mêmes besoins que le maire d'une métropole des plus grandes villes de France. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui, on avait plein de produits, la Caisse des dépôts a plein de compétences fortes sur tous les domaines financiers, donc l'intelligence était là, mais la traduction opérationnelle pour nos clients, donc que sont en particulier les collectivités locales, était loin d'être évidente. Donc on a repensé les usages, justement avec une meilleure interaction avec ces élus. Donc ça a été un vrai sujet important. Et l'autre élément donc, que l'on a tout de suite imaginé, c'est de raisonner plus en logique de plateforme. La notion de plateforme pour nous étant le fait de dire que toujours les mêmes élus, évidemment, ont besoin des services que la Caisse des dépôts peut leur proposer, mais évidemment, la Caisse des dépôts ne fait pas tout. Et donc, comment la Caisse des dépôts, avec son rôle national, sa légitimité, son emblème de la foi publique, peut être un élément qui permet à différents acteurs sur la place de faire converger différents services, toujours dans l'intérêt du client final. Donc cette création de plateforme et de création d'écosystèmes, d'où les travaux conduits avec la BPI par rapport aux entreprises et d'autres acteurs avec lesquels nous travaillons, l'ADEME, enfin un certain nombre d'autres acteurs de ce type-là. Donc ça, c'est la traduction des enjeux de la transformation digitale pour... on ne parle pas à la Caisse des dépôts, vous imaginez bien, de business, mais pour nos activités et nos missions telles qu'on les décrit. Mais peut-être l'enjeu le plus marquant aujourd'hui pour nous, c'est la transformation interne. Pourquoi ? Parce que, sans trahir de secret, des grandes maisons de plus de 200 ans ont pris des habitudes, certains diraient des mauvaises habitudes, mais d'avoir des cycles de décision très lourds, de vouloir imaginer toujours des solutions qui traitent pas 100% des problèmes, mais 120% des problèmes. Donc tout ça met un temps toujours très difficile. Et de casser ça en ayant, je vous l'ai dit juste avant, donc le souci de la création d'usage, de vraiment aller chercher le besoin chez notre interlocuteur, chez le client, et d'avoir des rythmes courts. Ludovic Docto l'a dit tout à l'heure, cette logique de cycle court, de time to market, est devenue un élément important. Et aussi, l'autre élément très transformant pour nous, c'est que les métiers opérationnels se réapproprient cette dimension technologique et le digital. Pourquoi ? Parce qu'au fil des années, l'informatique, l'évolution des SI était devenue le problème des sachants dans l'entreprise, et les métiers étaient dans une logique et dans une posture très basique de client-fournisseur avec la filière système d'information. Et là, on a tout un enjeu de renouveler un arrimage avec les fonctions métiers, parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de nous aider à définir les usages. Merci Philippe. Pierre de Barrochet, vous êtes CTO dans une ancienne start-up qui s'appelle AssureOne, qui fait partie du groupe Prévoir. AssureOne a été créé en 2004 sur ce que vous appelez une idée folle qui consistait à l'époque à proposer des solutions d'assurance 100% digitales. Vous avez une ambition qui consiste à casser les codes et à toujours proposer la solution la plus adaptée aux besoins de vos clients. Des clients, vous en avez beaucoup, puisque vous comptez aujourd'hui plus de 200 000 assurés autour de 3 grands produits, le roulant, le foyer et l'entreprise. Pierre, ma première question est la suivante. Comment faites-vous pour toujours répondre aux besoins de vos clients ?
Je ne sais pas si... Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on répond toujours aux besoins de nos clients, parce qu'effectivement, on a, comme tout le monde, nos propres difficultés avec nos clients, mais effectivement, depuis l'origine et dans la culture d'Assure-One, est ancrée cette idée que le besoin client doit être au cœur du design de l'organisation. Alors, c'est particulièrement vrai pour des compagnies d'assurance. Toute entreprise, y compris de service public, est tournée et designée pour le service des clients. Pour une société d'assurance, c'est encore plus vrai, puisque la relation avec les clients sont à la fois très aléatoires, mais ça c'est le propre de l'assurance, et généralement la relation se fait quand le client a les pieds dans l'eau dans son séjour ou en panne au bord de l'autoroute. Donc c'est sûr que ces situations-là sont de vraies expériences clients, et pour lequel il y a un enjeu, un défi pour les sociétés d'assurance de les adresser convenablement. Alors sur le besoin de client, on peut dire beaucoup de choses assez bateaux, puisque tout le monde effectivement est concerné par le sujet. Moi je retiendrai juste 2 points de réflexion. La première, c'est, et à l'aune de la transformation digitale, la première, c'est de dire qu'une organisation qui se dit être designée client, de fait, l'ensemble de l'organisation travaille pour le client. Et en particulier, c'est ça qu'il faut bien garder en tête, il me semble, les collaborateurs en relation directe avec la client, que ce soit les supports à la vente, la souscription ou la gestion des sinistres, travaillent avant tout pour les clients. Et non pas ni pour des procédures, et encore moins pour des managers. Et ça, c'est une approche culturelle qui est forte, et qui fait que ce que nous poussons, ce que nous mettons en avant, c'est de designer l'ensemble des rôles dans l'entreprise au service des personnes qui, elles, sont en relation avec les clients. Autrement dit, le job d'un manager, c'est de donner le maximum d'autonomie aux collaborateurs pour faire en sorte que ce collaborateur puisse, à 95%, 98%, traiter l'intégralité de besoin de ce client-là. Donc ça a beaucoup d'impact effectivement sur nos modes de formation, sur nos modes de recrutement et sur les outils digitaux que nous mettons à disposition des différents téléconseillers gestionnaires sur toute la chaîne de valeur de l'assurance. Le second point de réflexion, c'est sur, mais Valérie Cohen en a parlé tout à l'heure, Ludovic aussi, c'est de se dire qu'au fond, un client ne sait pas ce qu'il veut. Même lui, d'ailleurs, dès l'origine, il y a un biais. Si on interroge un client sur ce qu'il veut et dans la pratique, ce qu'il va effectivement désirer, il y a déjà un biais. Donc si on rajoute à ce biais des sommes de rôles, de fonctions, de maîtrise d'ouvrage, d'enquêteurs, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc., on arrive à imaginer un besoin du client qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc l'importance est là aussi, avec la chance d'avoir maintenant des outils de la transformation digitale, d'aller jusqu'au bout de l'usage à la fois des démarches de design thinking, mais aussi de Lean Startup, pour faire en sorte que chaque fois que l'on pense un service, un produit, une transformation pour un client, on part du principe que nous n'en savons strictement rien et que l'on va avancer à l'aveugle, et donc on va s'appuyer essentiellement sur des pratiques de A/B testing, de retour rapide, de fast-fail, etc. Merci beaucoup Pierre. Fabien, vous m'avez parlé d'énormément de projets de transformation digitale chez KCIS. Est-ce que vous pouvez nous résumer les principaux enjeux de ces projets, s'il vous plaît? Oui, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si la présentation qu'on a eue en introduction était après notre entrevue ou pas, puisque j'ai retrouvé exactement ce que j'ai dit. Mais je pense que c'est assez classique. Le premier enjeu, c'est l'efficacité opérationnelle. Une fois, KCIS, c'est 4000 personnes. Si je prends les métiers de comptabilité, il y a 800 personnes qui font peu ou prou le même job. Donc dès qu'on va gagner quelques pourcents, c'est tout de suite énorme. Donc efficacité opérationnelle. Le deuxième enjeu, c'est l'expérience client. Je dis ça, c'est dans l'ADN. Donc KCIS a été les premiers à offrir des applis sur smartphone qui n'étaient pas forcément naturelles dans du B2B, ou lancer un nouveau site internet où les clients peuvent retrouver en temps réel toutes leurs infos. Dans la logique d'outsourcing, les clients ont besoin de savoir qu'ils ont encore le contrôle. Donc l'expérience client qui est vraiment le deuxième axe. Et le troisième axe où on retrouve un peu les différents temps tout à l'heure dont on a entendu parler, c'est la création de nouveaux produits. Et là, je rejoins donc valorisation de la donnée, mise en relation, aider nos clients.
où là, bon, je vais être franc, on avance à tâtons, et je rejoins où est-ce qu'on sera, où est-ce que sera la cible, où sera le marché, on ne l'a pas encore complètement trouvé, mais tous les 3 mois, 6 mois, on avance dans une direction, on trouve un client, on bouge, on trouve un autre client, on rebouge. Et là, on vient d'avoir, d'ailleurs, il y a une semaine, nos premiers ordres sur une plateforme sur laquelle on travaille depuis 2 ans maintenant, qui est une espèce de Facebook des fonds d'investissement, où on met en relation les investisseurs et les fournisseurs de fonds. Donc voilà les 3 enjeux. Merci. Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux, parce que je sais qu'il y en a aussi beaucoup, les principaux projets de transformation digitale au sein de la Caisse des dépôts et consignations et les premiers bénéfices que vous escomptez ou que vous observez? Alors, le premier, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, donc c'est ce qu'on appelle la plateforme de la Banque des Territoires, qui a un peu plus d'1 an maintenant, qui a vraiment donné à la fois une image différente pour la Caisse des dépôts et surtout une vraie proximité, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, avec aujourd'hui des engagements de réponse à des sollicitations des élus en moins de 5 jours. Donc ça peut être différents types de sollicitations. Bon, le plus classique, c'est des propositions de financement, mais ça peut être aussi du conseil en déploiement des territoires. Il y a beaucoup d'éléments de mise en contact avec les opérateurs, notamment qui font partie du groupe de logement social, vous l'avez cité. Donc vraiment aujourd'hui une dynamique importante, et avec aussi un point de satisfaction, c'est que pas mal d'acteurs de la place nous contactent pour pouvoir se plugger sur cette plateforme-là, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que c'est le point d'entrée qui a le plus d'écho auprès du tissu des collectivités locales. Donc un vrai point de satisfaction, parce que là on touche l'ADN de la Caisse des dépôts dans ses missions. Un deuxième sujet dont nous sommes très fiers, parce qu'il est très récent, et je pense que vous en avez tous entendu parler, qui est celui de l'ouverture de la plateforme Mon Compte Formation, qui est une plateforme donc, qui a été conçue pour le ministère du Travail. Il y a eu pas mal de publicité sur tous les médias en fin d'année dernière, qui permet à chacun d'entre nous d'utiliser comme il le souhaite son budget de formation personnelle. Il y avait historiquement, souvenez-vous, le DIF, il y avait un premier compte formation qui existait, mais dont la promotion n'était pas évidente. Et là, on a développé tout simplement une application mobile. Je vous incite à la télécharger. Il y a plus d'1 million déjà de citoyens qui l'ont téléchargée, et qui permet à des gens qui sont sans emploi ou en activité de pouvoir choisir leur propre formation, proche de chez eux, la financer donc par les subventions de leur employeur, voire de compléter. Donc ça, c'est vraiment un service important aux citoyens que nous donnons, parce que la politique de formation est un enjeu important pour le pays. Donc c'est la Caisse des dépôts qui a pris ça en charge. Et là, on s'adresse potentiellement à 30 millions de personnes dans le pays. C'est aussi une dimension qui est très nouvelle pour la Caisse des dépôts, qui était quand même exclusivement B2B pendant des décennies sur ce sujet-là. Et là, on va vraiment directement vers le citoyen. Donc ça, c'est un enjeu important. Et 2 autres, très rapidement, plateformes sur lesquelles nous travaillons. Une, là aussi, qui est au niveau de l'engagement de l'État vis-à-vis des citoyens, me paraît très important, qu'on appelle la plateforme handicap. Donc vous voyez ce que ça veut dire, c'est la capacité d'offrir aux personnes qui sont en situation de handicap un accès facilité à tous les services qui peuvent leur être utiles. Ça va de l'assistance, des conseils, évidemment toute la dimension administrative liée à leur situation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a démarré. On a démarré en 3 mois une première version de la plateforme, évidemment que nous sommes en train d'enrichir. Et là aussi, avec un rôle important de gestion d'un écosystème de tous les acteurs en France. Il y a beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là, mais qui sont clairement méconnus. Et c'est pas un scoop, parce que ça commence déjà à circuler dans les médias, mais nous travaillons dans les mois qui viennent sur une plateforme dite du vieillissement, qui est là aussi un enjeu important, avec le vieillissement
des populations, de dire les personnes qui seront dans un âge avancé, comment on peut les aider à mener du mieux qu'ils peuvent cette dernière partie de leur vie. Voilà, donc vraiment des missions importantes avec le sens public qui est quand même notre ADN. Et l'intérêt général. Et l'intérêt général. Merci Philippe. Pierre, on va parler d'efficacité opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une organisation comme la vôtre, qui a priori est orientée à 100% sur le digital, peut augmenter son efficacité opérationnelle? Oui, c'est effectivement un enjeu, parce qu'une société comme la nôtre, on est effectivement petit par rapport à des mastodontes du secteur, et on a une obligation de mettre très régulièrement sur le marché des produits de façon rapide et le moins cher possible, et adaptée aux nouveaux usages. Donc la question de l'efficacité opérationnelle est centrale. Je l'illustrerai à deux endroits. Le premier, c'est sur la création des produits eux-mêmes, des produits digitaux, donc au travers de la Digital Factory, où là, même si effectivement dans tout ce qui est transformation digitale, on évoque beaucoup de sujets sur la capacité à pouvoir innover, à pouvoir effectivement être dans l'échec pour apprendre, etc. Il n'en reste que le premier indicateur d'une organisation agile, c'est la productivité. Parce que dans une organisation agile ou une organisation en mode produit, ce qu'on va fixer, contrairement aux méthodes traditionnelles, ce qu'on va fixer, c'est le rythme, les délais de mise en production, et ce qu'on va fixer, c'est les ressources, les coûts, et ce qui va devenir variable, c'est le contenu et la richesse du contenu en démarrant par des MVP. Et donc de ce fait, l'indicateur qui reste, ce ne sont plus des indicateurs de coût, des indicateurs de planning ou des indicateurs sur les ressources, c'est l'indicateur de productivité. Et de notre point de vue, le premier indicateur de la productivité, c'est le rapport entre les doers et les non-doers, au fond. Et on est arrivé à des aberrations dans certaines organisations que je ne citerai pas, mais dont on s'apercevait que, et dans les directions informatiques, plus les années passaient, moins il y avait de plus en plus de personnel dans les départements informatiques, mais de moins en moins de développeurs. Ce qui était devenu au fond une aberration que la transformation digitale a complètement cassé, en ce sens qu'aujourd'hui, une organisation digitale se veut avant tout être une organisation pour délivrer, donc pour faire. Et donc ce rapport doers, non-doers est un facteur extrêmement important pour nous, et on fait attention à recruter les meilleurs éléments pour la partie fabrication de produits digitaux et à minimiser au maximum toutes les fonctions support ou intermédiaires. Le deuxième point, c'est sur la partie opération, parce que c'est effectivement aussi un élément important. Et là, le meilleur élément d'efficacité opérationnelle sur les opérations, c'est la fidélité des clients. C'est vrai partout, c'est vrai en particulier dans l'assurance. Le coût d'acquisition des clients est de plus en plus élevé, de plus en plus compliqué. Et donc la meilleure façon d'avoir une efficacité opérationnelle, c'est de garder ses clients. Et donc de travailler sur beaucoup de fonctions self-care pour faire en sorte qu'on ait une conversation digitale avec les clients qui soit la plus appropriée possible, dans le bon rythme, les bons messages et sur les bons médias. Merci. Je vous propose un dernier tour de table. Fabien, vous avez parlé des aléas des différents projets que vous menez, mais vous m'avez aussi parlé des bénéfices. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les bénéfices d'un certain nombre de vos projets et éventuellement les outils que vous utilisez pour obtenir ces bénéfices? Alors, comme j'ai déjà évoqué notamment le bénéfice des nouveaux produits, on a un peu parlé productivité. En fait, je vais finalement concentrer mon dernier sur rebondir sur ce que vient de dire Pierre. On est tous autour de la table, Transfo Digital, Méthodo. Maintenant, in fine, ceux qui font le job, c'est quand même des équipes de développement. Et donc, au-delà de l'alignement business, le client, c'est comment améliorer la productivité des équipes de dev pour qu'ils passent le plus de temps possible à apporter de la valeur et le moins de temps possible à galérer. Alors, je vais redonner un peu de contexte. En fait, KCI, c'est principalement client de VRMEG pour la plateforme Palmyra. Et c'était le premier client. C'est-à-dire que la plateforme, c'est le socle de développement de l'ensemble des projets de KCI. Et il y en a une quarantaine d'applications de production et on en démarre régulièrement. Et quand j'ai demandé il y a quelques mois à mes équipes, bon, qu'est-ce que je vais dire devant qu'est-ce que je peux dire sur Palmyra? Et en fait, j'ai beaucoup aimé une réflexion de quelqu'un, là, chef de projet dans mon équipe. Il me dit, moi, ce que j'aime bien, c'est j'ai un meeting le matin avec les utilisateurs. Ils me disent ce qu'ils veulent, on modélise tout ça, je reviens voir l'après-midi, j'ai déjà des écrans. Et on est complètement dans la logique agile.
Et en fait, je suis intimement convaincu, donc déjà je suis content et je remercie Vermeeg pour fournir ça et pour permettre ça. Néanmoins, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc là, et donc il y a Mohamed qui est dans la salle, qui bosse chez Cassis aussi dans mes équipes, qui a une équipe chez lui qui est sans arrêt en train de challenger les équipes de Vermeeg. Comment on fait pour améliorer Palmyra pour que les équipes de dev, elles passent du temps à apporter de la valeur? Et donc pour moi, le plus important là-dedans, et donc beaucoup est fait, mais je demande encore plus, là je passe mon message, pour que la plateforme permette aux équipes de se concentrer le plus possible sur la valeur client. Merci beaucoup Fabien. Philippe, quels outils est-ce que vous utilisez dans les projets de transformation digitale que vous êtes en train de conduire ou que vous avez conduit? Alors, nous n'avons pas encore en gestion courante les outils de Vermeeg, mais nous les regardons avec attention. Pourquoi? Pour répondre exactement à ce qui vient de dire juste avant, c'est cette nécessité d'avoir des cycles courts et une partie visible sur laquelle tout le monde peut se confronter. J'ai envie de dire la partie outillage, que ça soit sur les problématiques de gestion de données, de DevOps, d'automatisation des tests. Aujourd'hui, tous ces outils existent. Donc je pense que l'efficacité aujourd'hui, évidemment, il faut avoir les outils, il faut se les approprier. Ça c'est une évidence. On travaille aussi évidemment sur l'utilisation du cloud à la fois privé. On est plutôt dans une logique hybride privé et public. Mais vraiment aujourd'hui, l'outillage plus important, c'est celui autour des pratiques autour de l'agilité. Bon, on parle depuis ce matin de la logique produit. Je ne sais pas chez vous, mais autant c'est facile d'en parler, autant de faire permuter les états d'esprit, que ce soit des équipes IT, des équipes de maîtrise d'ouvrage ou du métier, passer à la logique produit. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. La logique de squad, c'est aussi un sujet qui est pas évident à faire fonctionner. Donc on passe beaucoup de temps sur ces aspects-là. Les outils sont là. Je suis pas inquiet sur le fait qu'on puisse s'y appuyer pour être efficace. Mais la difficulté dans l'efficacité opérationnelle, c'est bien le fonctionnement qui, encore une fois, est très bien écrit dans beaucoup de livres. La pratique, on considère qu'il y a une phase d'appropriation qui est non négligeable. Merci beaucoup.